Le sujet, c'est pas de savoir s'il va y avoir une nouvelle crise financière, il y aura de nouvelles crises financières. Le sujet, c'est est-ce qu'une crise financière va dégénérer et arrêter la société? C'est de prendre les mesures, et elles n'ont pas été suffisamment prises, j'en suis absolument certain, pour que quand ces crises financières arrivent, tout le système ne s'arrête pas. Il faut voir que le lobby financier à Bruxelles, c'est un bon millier de personnes à temps plein, plus toutes les équipes de lobbying de toutes les entreprises financières d'Europe. C'est souvent peine perdue. Et c'est d'autant plus peine perdue qu'aujourd'hui, et ça me frappe beaucoup, les responsables politiques n'ont aucun appétit pour écouter. Je pense qu'ils s'en moquent. L'épargne, si elle est sur un compte bancaire, elle est garantie jusqu'à hauteur de 100 000 euros par le système public. Encore faut-il que le système public soit solvable. S'il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de finances. Hein. Ça, c'est très, très clair. Mais là, les financiers comptent, qu'ils l'avouent ou pas, et ils ne l'avoueront jamais, sur l'État pour venir à la rescousse si l'économie doit s'arrêter. La logique habituelle de la bourse, c'est de valoriser une entreprise par rapport au profit qu'elle fait. Les Américains ont inversé cette logique. Ils décident arbitrairement de leur valeur. La simplification, j'ai envie de dire la soi-disant simplification actuelle, c'est une déréglementation. Pour moi, c'est une évidence absolue. Thierry Philippona, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Elucide. Alors, vous êtes économiste spécialisé en finance avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. Vous avez cofondé et dirigé Finance Watch, organisation spécialisée sur les questions de régulation financière. Vous avez également siégé pendant 10 ans à l'autorité des marchés financiers, l'AMF, que vous avez quitté en 2022 en dénonçant un manque d'indépendance. On vous présente parfois comme le trublion de la finance qui fait peur aux banquiers. Votre ligne directrice tout au long de votre carrière a été assez claire, mettre la finance au service de la société. Mais alors, si la finance n'est pas actuellement au service de la société, elle sert qui? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, dans ce cas, mettre la finance au service de la société? La finance, c'est une activité économique privée. Donc, ces acteurs, à la base, sont au service de leurs intérêts privés, comme toutes les activités économiques privées. Donc ça, c'est tout à fait évident. La caractéristique de la finance par rapport à beaucoup d'autres activités, pas forcément la seule, mais en tout cas c'est l'une d'entre elles, c'est qu'elle a une dimension d'intérêt général considérable. S'il n'y a pas de finance, la société ne fonctionne pas. C'est à peu près aussi simple que ça. La finance, l'argent, c'est une énergie, c'est un contrat social, c'est ce qui permet à une société de fonctionner. À partir de ce moment-là, il y a une problématique très spécifique au monde de la finance qui est de reconnaître que c'est une activité privée et que ces acteurs vont rechercher leur intérêt, à se développer, à faire du bénéfice, très bien, mais que également, parallèlement, il va falloir prendre en compte l'intérêt général pour la raison que j'évoquais à l'instant. Et c'est là que le débat sur la réglementation de la finance est un travail qu'on peut qualifier de subtil, puisqu'il va falloir en permanence trouver l'équilibre entre ces deux dimensions et qu'en permanence, les intérêts privés vont essayer de faire croire que leur intérêt privé est strictement synonyme de l'intérêt général, ce qui, de mon point de vue, n'est pas le cas. Alors, pour illustrer finalement les dérives du système actuel, ce capitalisme financier, ce financiarisme, on peut regarder par exemple ce premier graphique qui essaye de proposer une répartition entre l'économie réelle, qui fait à peu près 100 000 milliards de dollars si on compte les PIB, la somme des produits intérieurs bruts. L'économie financière, elle, est, bon, suivant la façon de calculer, ici on a un calcul à plus de 3 millions de milliards. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, l'économie financière, elle est, bon là, une trentaine de fois supérieure à l'économie réelle. Alors bon, est-ce que c'est plus 20, est-ce que c'est 40? On peut discuter, mais enfin, on voit qu'il y a quand même un rapport qui est
qui est de cet ordre-là. Et donc la question, c'est finalement comment on en est arrivé à ce que la finance serve de moins en moins l'économie réelle pour se servir elle-même? Ces chiffres, ils sont extrêmement intéressants. Alors effectivement, on pourrait, entre guillemets, il faudrait analyser ce qu'on met exactement derrière l'économie financière, mais les ordres de grandeur sont là, j'ai aucun doute qu'ils sont corrects. Après ça, il faut toujours voir le détail. Mais une chose est certaine, c'est que l'économie financière est d'une taille incomparablement supérieure à ce qu'on peut appeler l'économie réelle. Comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là parce que la finance, de par sa position très spéciale dans la société, euh, l'activité de financier est une activité qui est, j'ai envie de dire, intrinsèquement lucrative, pour ne pas dire extrêmement lucrative. Et à partir de ce moment-là, je pense profondément qu'il y a une tendance des êtres humains, quand ils ont une poche qui est lucrative, à ne pas vouloir y mettre de limite, quoi. C'est le ciel est la limite, comme on dit en anglais. Il y a une expression en anglais qui dit ça. Et donc vouloir toujours plus. Vous regardez l'activité de produits dérivés, elle a cru pendant 25 ans en taille, hein, de 15 à 20% par an, quand le PIB mondial croissait de 3-4%. Donc on voit qu'il y a une déconnexion totale entre l'activité économique réelle et, dans mon exemple, l'activité de produits dérivés. Pourquoi? Eh bien parce que le produit dérivé, dans sa conception initiale, et c'est toujours mis en avant, et c'est techniquement vrai, ça sert à couvrir des risques. Voilà, je suis un exportateur, j'ai un risque de change, je suis un agriculteur, j'ai un risque de fluctuation du cours du blé ou du maïs que je produis. Bon, et le produit dérivé peut servir à couvrir ces risques. C'est vrai, c'est indubitable. Mais on est passé d'une situation où le produit dérivé servait à ça, à une situation où l'activité de couverture, c'est moins de 10% de l'activité. C'est probablement plus près de 5% que de 10%. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'argent à faire dans X stratégies de trading, d'arbitrage, de prise de position, on peut l'appeler comme on veut, du dérivé pour le dérivé et par le dérivé, et que ça, c'est irrésistible. Et en plus, tout le système est construit pour promouvoir ces activités par différents moyens qu'on peut détailler si ça vous intéresse. Mais le ressort fondamental, c'est ce goût du lucre, hein, ce goût voilà, j'en veux toujours plus. Oui, parce que, pour, bien comprendre par rapport à ces histoires de produits dérivés ou certains produits financiers, ils peuvent, en théorie, servir comme une assurance. Un peu comme si, on a une voiture et puis, bah, voilà, vous avez votre voiture, vous prenez une assurance pour votre voiture. Si la voiture brûle, bah, vous touchez la prime qui vous compense la valeur de la voiture et donc c'est plutôt positif, en fait. Simplement, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que des gens se sont mis à acheter de l'assurance sur la voiture, mais c'est pas votre voiture. Donc en fait, quand la voiture brûle, vous gagnez de l'argent, mais vous n'avez pas perdu, quoi que ce soit parce que la voiture brûlait. Donc ça devient un instrument spéculatif sur: «Tiens, est-ce que la voiture va brûler ou pas? Si ça brûle, eh bien, je gagne de l'argent». Ce qui peut d'ailleurs parfois inciter à créer certaines crises pour percevoir le dit argent, hein. C'est ça à peu près C'est un bon résumé. ce qui a pu se passer. Mais C'est un bon mais résumé. mais mais dès lors, est-ce que, la finance, elle alimente toujours l'investissement, de l'économie réelle? Et donc est-ce qu'elle a quand même parfois un effet positif sur nos économies? J'ai envie de dire, elle alimente aussi l'investissement dans l'économie réelle. Mais dans le aussi, il y a le fait que c'est une fraction de son activité. Alors c'est une fraction qui doit être encouragée, organisée, de mon point de vue structurée, voilà, c'est un grand mot, réglementée, pour s'assurer que ça soit fait en prenant en compte l'intérêt de tout le monde, de la protection des investisseurs et des consommateurs jusqu'à la stabilité financière. Voilà. Mais de toute façon, ce n'est qu'une fraction. Quand vous regardez, alors que ce soit dans l'investissement pur ou dans le financement bancaire, vous regardez les chiffres. Sur le bilan d'une grande banque, la fraction qui est du bilan d'une grande banque qui est prêtée à des entreprises, au sens de je prête de l'argent pour faire fonctionner une entreprise,
Alors, selon les banques, ça va varier, mais c'est quelque part selon les banques, entre 5 et 20%. Quand c'est 20%, on crie victoire. Voilà. Ce qui est quand même assez intéressant d'ailleurs, parce que vous demandez à quelqu'un qui n'est pas spécialisé en finance et vous lui dites, mais c'est quoi une banque? Et immédiatement, la personne se dit, mais c'est quoi cet idiot? Et c'est parce que c'est qu'une banque, c'est une entreprise qui prête de l'argent aux particuliers et aux entreprises afin qu'ils puissent développer leurs activités économiques. Eh bien, quand on regarde de près, c'est pas ça. En tout cas, c'est ça que de façon tout à fait partielle. Est-ce que vous pensez que, parce qu'on a beaucoup parlé à l'époque, on a tiré les leçons de la crise de 2008? Non. Alors, en partie, je suis un peu injuste en disant non. Heu, Pourquoi est-ce que je dis non? Je dis non parce qu'on est dans une phase aujourd'hui, été 2025, où partout dans le monde, on est en train de revenir sur tout ce qu'on a fait depuis 15 ans pour éviter que ça se reproduise. Alors mon non très brusque était un peu injuste parce qu'on a fait énormément de choses, après la crise financière de 2007-2009 afin que ça ne se produise plus jamais. Je mets les guillemets parce que c'est le nombre de responsables politiques de l'époque, de beaucoup de bords politiques différents, qui nous disaient: «Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça et on va mettre en place les règles du jeu, de nouvelles règles du jeu qui vont permettre de ne plus avoir jamais ça». Donc le système est un peu mieux organisé qu'il était à l'époque, mais on va mettre tout de suite un bémol sur ce que je viens de dire. On partait de tellement bas que le un peu mieux, ouais, on pouvait faire que mieux, quoi. C'était juste hallucinant. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y a plusieurs façons d'appréhender le capital, les fonds propres d'une banque. Mais la façon la plus simple, c'est la lecture, j'ai envie de dire bête et méchante. On regarde un bilan, il y a un total de bilan de 100. Combien est-ce qu'il y a de fonds propres? Combien est-ce qu'il y a de dettes? Au moment de la crise de 2008, dans cette lecture, pour les spécialistes non pondérée par les risques, etc., on avait en moyenne, moins de 1 de fonds propres pour 99 de dettes au bilan des banques. Il ne faut pas s'étonner qu'à la première vaguelette, le bateau est coulé. Il y avait tellement peu de fonds propres, comme on le sait, les fonds propres, ça sert à quoi? Ça sert à absorber les pertes quand il y en a. Donc il suffisait que la valeur de l'actif d'une banque se dévalorise de 1% et pouf, c'était fini. Alors aujourd'hui, on est plutôt en ordre de grandeur dans le même type de lecture à 4-5%. Évidemment, 4-5%, c'est beaucoup mieux que 1. Mais si je reste sur ma comparaison de la vaguelette, à l'époque, la vaguelette faisait couler, on va dire un force 3-4 mettait le bateau au fond de la mer. Aujourd'hui, on peut probablement aller jusqu'aux forces 6, 7, 8, j'en sais rien. Allez, on va dire 8 si on est très optimiste. Mais comme on le sait, le vent, il peut aller jusqu'à force 12. Donc si on va à force 9, 10, ça coule à nouveau. Regardez ce qui s'est passé au printemps 2023. Printemps 2023, on a de façon concomitante et indépendante, mais concomitante, la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et puis du Crédit Suisse en Suisse. Euh, Ce qui est très intéressant dans ces deux situations, c'est que alors, la cause n'est pas la même. Aux États-Unis, la Silicon Valley Bank n'était pas n'était pas soumise à la réglementation dite de Bâle qui instaurait un cadre précisément pour éviter ce genre de situation, parce que les États-Unis avaient mis une règle comme quoi les banques de moins de 200 milliards de dollars de total de bilan n'y étaient pas sujettes. Donc du même coup, il y avait des risques qu'elles avaient pris sur les obligations d'État sur lesquelles elles étaient, alors on peut dire investis ou spéculés selon qu'on a envie de provoquer ou pas, mais dans lesquels elles étaient clairement engagées. Donc personne n'avait vu qu'il y avait des pertes latentes considérables. Et puis, à un moment, ils ont eu besoin de cash, ils ont vendu leurs obligations. Les investisseurs ont réalisé que, ils ont des grosses pertes. Et alors là, fuite des dépôts. Fuite des dépôts, c'est vieux comme le monde pour les faillites bancaires. C'est Mary Poppins. C'est le petit garçon qui va à la banque, qui dit « je veux mes 2 pence ». Il croit qu'on ne veut pas lui rendre ses 2 pence. Il dit « où sont mes 2 pence, où sont mes 2 pence ?» Tous les clients veulent retirer leur argent. Et la banque du père de
de ce petit garçon fait faillite. C'est Mary Poppins. Ce qui se passe à Silicon Valley, c'est exactement ça. Ce qui est très intéressant, c'est que la seule façon d'arrêter ça, ça a été que l'État américain dise « Ah, je garantis les dépôts de cette banque de façon illimitée ». Alors effectivement, ça arrête la panique immédiatement, puisqu'on a l'État américain qui dit « Vous inquiétez pas, je suis derrière et je vais garantir les dépôts ». Quand vous réalisez ce que ça veut dire, ça veut quand même dire qu'on a de l'argent public, l'argent de l'État américain, qui a été garantir des intérêts particuliers. Donc là, on est dans une logique qui est vieille, comme le système bancaire, d'aléa moral, où les bénéfices sont privatisés et les pertes sont socialisées. Et en 2008, on avait dit plus jamais ça. Mais Silicon Valley Bank, si ça, bon, il y a beaucoup de bruit pendant quelques jours, mais ça s'arrête assez vite, c'est parce que l'État intervient. En Suisse, c'est la même chose. Alors la cause n'était pas du tout la même. La cause, c'était des années et des années de scandales hallucinants et répétés au niveau de Crédit Suisse. Donc, évidemment, il y a une perte de confiance. Tiens, vraiment, ils font toutes ces choses dont certaines étaient vraiment pas belles. Hein. On parlait de blanchiment d'argent, de choses vraiment très, très laides sur des échelles considérables. Au passage, on se demande ce que faisait le superviseur bancaire suisse pendant toutes ces années. Bon, voilà, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, il y a une augmentation de capital qui est organisée. Un actionnaire qui avait, je crois, environ 10% du capital dit « je ne suis pas l'augmentation de capital ». Et là, les déposants, les clients de la banque se disent « oh là, si l'actionnaire qui a 10% du capital ne suit pas l'augmentation de capital, par définition, cette institution, elle a plus d'informations que les autres, c'est que ça ne doit pas être très très beau. Donc, je retire mon argent. » Et même scénario. Mary Poppins, une fois de plus, tout le monde retire son argent, et quand on retire son argent d'une banque, voilà, c'est la spirale négative qui s'enclenche. Et comme aux États-Unis, l'État suisse intervient, organise la reprise par UBS, allonge une ligne de crédit de mémoire d'une centaine de milliards de francs suisses, etc. Donc il faut l'intervention de l'État pour éviter la faillite et la panique. Donc, oui, les accords de Bâle, pour faire simple, qui ont mis plus de fonds propres et plus d'exigences de liquidité pour que les banques puissent faire face à des moments difficiles, ont amélioré la situation, mon image de la force 3 contre la force 8, mais on est très très loin d'avoir résolu le problème. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est toujours dans un système où, quand une banque a des problèmes, il faut que l'État intervienne. En Europe, au sens de l'Union européenne, c'est pas mieux. Il y a eu des faillites de banques italiennes et allemandes qui ont nécessité des interventions étatiques pour éviter la panique. Donc, dans l'Union européenne, c'est pas mieux. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que oui, on a fait des choses. Oui, on a amélioré un peu le système. Donc, c'est moins caricaturalement dénué de défense, on va le dire comme ça. Pour autant, ça reste un système fragile. Et s'il n'y avait pas les États derrière qui sont toujours prêts à intervenir, on serait en position fort délicate. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyse graphique, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Alors, on a entendu récemment que l'Union européenne voudrait relancer la fameuse titrisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette titrisation? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors la titrisation, déjà la technique de la titrisation, ça consiste pour une banque qui a accordé des crédits à des entreprises, on va dire, à les sortir de son bilan, à les mettre dans un véhicule au sens juridique du terme. Donc je vous avais prêté de l'argent. Cet argent, je le retire de mon bilan, je le mets dans un véhicule juridique que je vais vendre à des investisseurs. Et donc, ce n'est plus moi, banque, si je vous ai prêté de l'argent, qui porte le risque de crédit vis-à-vis de vous, mais c'est l'investisseur qui a acheté ma créance, qui m'a donné de l'argent pour acheter ma créance et qui ensuite va toucher les intérêts typiquement et le remboursement au bout du compte de l'argent qui vous avait été prêté. Autrement dit, vous, débiteur, vous n'avez plus le même créancier à face de vous.
Vous aviez un créancier qui était une banque, et maintenant vous avez un créancier qui est un fonds d'investissement qui a, en théorie, on va peut-être voir la pratique dans 2 minutes, qui a acheté ces créances. Il y a 3 sujets, en tout cas il y en a plusieurs sur cette question. Il y a la question du risque qui existe sur ces transactions, et il y a une question qui est liée mais qui n'est pas la même, qui est celle de l'utilité. Ça sert à quoi? En quoi ça améliore le système? Ça permet de mieux financer, la société, les personnes, les entreprises, que sais-je. Alors déjà, la question du risque. Dans la crise de 2008 est venue d'un problème de titrisation. Pourquoi? Parce qu'il y avait une titrisation des crédits hypothécaires américains, donc crédits à l'immobilier, notamment, c'est assez connu, ce qu'on appelait en anglais les subprimes, autrement dit, du crédit immobilier accordé à des débiteurs qui n'avaient pas des revenus considérables, pour ne pas dire des revenus faibles, et parfois pas de revenus du tout. Et les banques prêtaient sur la valeur de la maison. La maison vaut 100, donc il faut prêter 100, puisque de toute façon, je pourrais toujours saisir la maison, etc. Et puis, tant pis, si le débiteur ne peut pas me rembourser, on verra bien. Et la grande théorie, en prenant plein de prêts, il y avait des dizaines de milliers de prêts, peut-être des centaines de milliers, un très très grand nombre, c'était qu'en mettant un petit morceau de chaque prêt dans les véhicules de titrisation, en diversifiant, il n'y avait pas de... La théorie, ça, on va voir la pratique dans 2 secondes. La théorie, c'était qu'il n'y avait pas de corrélation entre le crédit hypothécaire accordé à monsieur X dans le Wyoming et à madame Y dans l'Ohio. Et comme il n'y avait pas de corrélation, ils ne feraient jamais défaut ensemble, ce monsieur du Wyoming et cette dame de l'Ohio. Et donc, il y en aurait peut-être qui feraient défaut. Mais en moyenne, il y avait tellement de prêts dans ces véhicules de titrisation que ce n'était pas risqué. La réalité de ce qui s'est passé en 2008, c'est que, si je reste sur mon exemple très concret, le débiteur du Wyoming et celui ou celle de l'Ohio ont fait défaut ensemble. Donc, il y a une corrélation totale. Et comme tout le monde a fait défaut ensemble, eh bien, ces véhicules de titrisation qui avaient un certain nombre de caractéristiques qui étaient distribués partout dans le monde, donc ils étaient dans tous les portefeuilles financiers. Comme on leur avait attribué les meilleures notes, la finance, c'est un lien entre un risque et un prix. Le métier de financier, ça consiste à mettre un prix sur un risque. Donc, comme on leur avait dit, c'est pas risqué, ils se satisfaisaient d'une rémunération entre guillemets faible, ou en tout cas pas considérable, d'accord? Et la troisième chose, c'est que c'était tellement opaque qu'en fait, personne ne savait ce qu'il avait vraiment dans son portefeuille. Donc, l'opacité plus une rémunération dont on n'était pas bien sûr qu'elle couvrait le risque, plus distribué partout, ça a provoqué la crise. Et on voit bien que l'opacité, ça crée la panique, parce que, oulala, je ne sais pas ce que j'ai, si je ne sais pas ce que j'ai, je liquide tout, parce qu'il est hors de question que je porte du risque que je ne comprends pas. Oui, parce que ce qui est assez fou, c'est que finalement, une banque, son métier, c'est de gérer le risque, et c'est de prêter de l'argent à quelqu'un en se disant est-ce qu'il va me rembourser ou pas. Mais qu'avec cette technique, une fois que vous avez fait le crédit, il n'est plus à vous. Vous l'avez mis sur les marchés financiers. Exactement. Et vous vous retrouvez avec un petit bout du crédit chez BNP, chez AXA, dans les banques italiennes, dans les banques. Et chaque banque ne sait plus ce qu'elle a. Mais donc finalement, quand vous faites ça à la base, vous avez intérêt à donner du crédit à n'importe qui en disant de toute façon, c'est pas bien grave aussi. Si ça fait faillite, c'est les autres qui paieront. Enfin, il y a ce risque-là qui est un peu fou, parce que les structures qui étaient censées gérer le risque, grâce à cette technique, elles ne le gèrent plus, elles ne veulent plus de risque. Mais sauf que plus personne ne gère le risque, du coup, parce que ça a été complètement... Mais absolument, éclaté. parce que le métier de banquier, c'est de gérer le risque, en fait. C'est d'estimer un risque et de le gérer. Mais s'il le distribue, je ne l'ai plus. Donc, aujourd'hui, on en est où? L'Union européenne, aujourd'hui, nous dit que relancer la titrisation, c'est essentiel pour réaliser, alors ce qu'elle a appelé longtemps l'union des marchés de capitaux, qu'elle appelle aujourd'hui l'union de l'épargne et de l'investissement, tout ça c'est des noms différents, pour dire développons les marchés financiers pour que les entreprises européennes soient mieux financées. D'accord. Quand je dis d'accord, c'est prenons leur raisonnement. Quelle est la raison avancée pour développer cette union de union des marchés de capitaux, union de l'épargne et de l'investissement? Réponse, en Europe, il y a trop de financement bancaire, il faudrait qu'il y ait plus de financement par les marchés. On pourra en parler longuement, mais admettons qu'on prenne cette explication pour argent comptant. Immédiatement, on nous dit la titrisation doit être développée afin de libérer les bilans bancaires, qui soient plus légers,
afin que les banques puissent prêter plus d'argent aux entreprises européennes et ainsi financer plus l'économie européenne. Et là, l'idiot que je suis dit, je ne comprends déjà plus rien. Parce qu'on vient de me dire qu'on veut développer cette union des marchés de capitaux parce que les entreprises de l'économie réelle européenne doivent être financées plus par les marchés. Et parallèlement, on nous dit qu'il faut développer la titrisation afin que les banques puissent leur prêter plus. Excusez-moi, mais là, sur l'objectif, il y a vraiment un problème. On a une incohérence totale. Malheureusement, ce n'est que le début de l'histoire dans l'incohérence totale de cette question de titrisation. Ensuite, quand vous regardez les mesures qui sont proposées, et là on a maintenant une proposition de la Commission européenne qui est sur la table pour relancer la titrisation en Europe, la mesure phare, c'est d'alléger les exigences en capital des banques quand elles achètent des actifs titrisés. On est en train de procurer une incitation à acheter alors qu'on dit que l'objectif, c'est de vendre. Parce que, évidemment, un allègement des exigences en capital, ça bénéficie si on achète. Donc on dit, afin de faire vendre les banques, on va les inciter à acheter. Et là, vous aurez le droit de me dire, Thierry, va falloir reprendre un petit verre d'eau parce que ça n'a aucun sens ce que vous dites. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. C'est le discours et la proposition de la Commission européenne. Et ce qui est très, très frappant, c'est qu'au niveau du Parlement européen, parce qu'il y a eu un certain nombre d'auditions en commission Econ, commission des affaires économiques et monétaires sur le sujet, quand on suggère aux députés européens juste de poser la question « Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous proposez une mesure qui bénéficie à l'achat alors que vous voulez faire vendre ?» Voilà, cette incohérence que seul un aveugle ne verrait pas, d'accord ? Les députés européens disent « Ah non, moi je ne peux pas poser des questions comme celle-là parce que vraiment, j'aurais l'air d'être anti-business. Je serais contre la compétitivité, vous ne vous rendez pas compte. » Et là, on se rend compte qu'on est dans un système qui est en train de devenir fou, non seulement par l'incohérence de ce qui est proposé, quand bien même on se dirait la titrisation, c'est formidable, c'est incohérent. Et puis par l'absence de volonté de tous les partis politiques, j'ai bien dit tous sans exception, il n'y a pas besoin de le citer parce que c'est tous, pas compliqué, de même exercer un minimum de bon sens et de logique sur ces questions. Et le dernier chiffre que je vais vous asséner, mais je le trouve particulièrement révélateur, c'est qu'en 2023, 84%, ça c'est un chiffre en France, 84% des actifs titrisés ont été achetés par les banques. Tiens, acheter. Ah, mais je croyais que le but, c'était de vendre. On revient sur ce que je disais à l'instant. Et là, tout d'un coup, on comprend pourquoi on veut alléger leurs exigences sur le capital, en fonds propres. Puisqu'en fait, la titrisation, aujourd'hui, c'est un jeu où la banque A vend à la banque B, la banque B vend à la banque A, et ça reste dans le système. D'accord ? Donc, si j'ai moins d'exigences sur le capital, fondamentalement, au bout du compte, de façon consolidée, je vais avoir moins de fonds propres en face de exactement les mêmes risques. Donc, c'est de l'arbitrage réglementaire. Et en fait, on est dans tout ce système de propositions législatives européennes en ce moment sur le sujet de la titrisation. Nos législateurs, nos co-législateurs sur la proposition de la Commission, mais le Conseil, le Parlement et la Commission sont, j'assume totalement ce que je dis, responsables de monter un gigantesque système d'arbitrage réglementaire. Et en fait, ils arbitrent leur propre réglementation. Ils disent aux banques, bon, à risque équivalent, on va admettre que vous ayez moins de fonds propres, mais on ne va pas le dire, comme ça personne ne le verra. C'est ce qu'on est en train de vivre, ce qui n'a aucun sens et qui, évidemment, a deux conséquences. Il n'y aura pas un meilleur financement de l'économie européenne, ce n'est pas vrai. Et deux, il y aura plus de risques parce que, ou plus exactement, à risque équivalent, il y aura moins de fonds propres en face, donc on aura moins de capacité à amortir un mauvais coup éventuel. Et en quoi consiste ce projet d'union de l'épargne et de l'investissement, cette fameuse union des marchés de capitaux? Est-ce que, comme beaucoup de gens le disent, c'est un projet pour, d'une certaine façon, ponctionner l'épargne des Européens? Ponctionner, ce n'est pas le mot. L'objectif annoncé, qui a une forme de cohérence, c'est le fait de dire qu'il y a des taux d'épargne importants dans l'Union européenne. Typiquement, dans un pays comme la France, on a des taux d'épargne de 14-15%, mais que cette épargne s'investit peu dans les marchés financiers,
et beaucoup plus dans un certain nombre d'autres actifs, notamment tout simplement dans des dépôts bancaires qui sont pas forcément très bien rémunérés ou et ça c'est souvent négligé, dans des obligations d'État. Toute l'épargne, assurance vie ou autre, c'est fondamentalement de l'investissement en obligations d'État. Et donc, la théorie de cette union de l'épargne et de l'investissement, c'est de dire il faudrait que l'épargne des Européens aille s'investir dans les fonds propres des entreprises. Donc, on va prendre des mesures pour avoir un seul marché des capitaux dans l'Union européenne. Et pouf, comme par miracle, si on a un seul marché des capitaux, ces capitaux vont aller s'investir dans des entreprises européennes qui, comme par miracle, seront plus prospères et donc gagneront des marchés mondiaux, etc., etc. Il y a tellement de défauts dans ce raisonnement qu'on ne sait même plus par où commencer. D'abord parce qu'on est dans un système où la circulation de l'épargne mondiale, on peut le regretter, mais le fait est, elle est libre. Il y a une circulation des capitaux totale. Donc quand un projet économique a un potentiel de retour important, il trouve toujours des capitaux. Donc le fait de dire en Europe on ne trouve pas de capitaux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour plein de raisons, parce que d'abord il y a beaucoup de capitaux en Europe, et ensuite il y a aussi beaucoup de capitaux non européens qui viennent s'investir en Europe. Et au bout d'un moment, l'argent est fongible. Donc, est-ce qu'en bout de chaîne, c'est un investisseur américain, britannique ou de l'Union européenne au bout d'un moment, bon, bah voilà, il y a des capitaux qui ont financé le projet XYZ. Donc ça, c'est la première chose à voir. Il y a toute une rhétorique qui s'est mise en place aujourd'hui qui consiste à dire il y a 300 milliards d'épargne européenne qui vont s'investir aux États-Unis tous les ans, à notre bon argent qui nous quitte. Regardons dans l'autre sens. Dans l'autre sens, il y a environ 5 000 milliards de dollars d'épargne américaine qui vient s'investir en Europe tous les ans. Voilà, 5 300. Alors, soit on dit, on arrête la libre circulation des capitaux. Tiens, ce serait un débat intéressant. Ça pourrait, de mon point de vue, être un véritable débat qui aurait beaucoup de conséquences. Mais si on reste dans ce système qui est quand même le paradigme de 100% de nos dirigeants et de la plupart des économistes, on va dire, je ne comprends même pas le sujet de l'épargne européenne qui va là-bas. Pour faire l'union des marchés de capitaux, il faudrait déjà qu'il y ait une seule règle du jeu en Europe. Qui dit un marché unique dirait un superviseur unique. Et là, il y a un blocage politique considérable, notamment de l'Allemagne sur ce coup-là, parce qu'il y a un refus d'avoir un gendarme unique qui applique les règles de façon homogène. Et si on n'a pas des règles appliquées de façon homogène, on n'a pas un marché unique. Donc la vraie question, ça serait de voir pourquoi les États-Unis arrivent à faire quelque chose, parce que c'est ça le rêve de nos responsables politiques européens, c'est que la start-up qui va gagner un marché puisse être valorisée de façon très importante quand elle va être introduite en bourse et du même coup lever des capitaux considérables. Et tous nos responsables politiques ont l'histoire de la start-up qui est partie aux États-Unis pour se coter en bourse parce que les valorisations étaient plus élevées. Mais c'est vraiment ne pas comprendre pourquoi ils font ça aux États-Unis. Et ils font ça aux États-Unis pour deux raisons. D'abord parce que la taille du marché américain, et là je ne parle pas de finance, je parle du marché américain, elle est tellement plus importante qu'il y a un potentiel de profit bien plus important. Donc c'est le financier, il regarde le potentiel de profit, c'est à peu près aussi bête que ça. Et puis aussi, et peut-être surtout, les Américains, depuis 20 ans, ont inversé la logique habituelle de la bourse. La logique habituelle de la bourse, c'est de valoriser une entreprise par rapport au profit qu'elle fait. L'entreprise fait 10 de profit, je pense que je peux la payer raisonnablement 15 fois les résultats, donc 15 fois 10, 150, je dis sa valeur c'est 150. Les Américains ont inversé cette logique pour toutes ces startups, de la tech, etc. Ils décident arbitrairement de leur valeur. Donc, mon entreprise qui fait ces 10 de résultats, ils vont dire, moi je dis qu'elle vaut 2000. Là, vous dites, oui, mais 2000, c'est 200 fois 10, c'est 200 fois les résultats, c'est beaucoup. Je m'en moque, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir, si je la valorise à 2000, elle va être de facto très puissante parce qu'elle vaudra beaucoup d'argent.
Si elle est très puissante, quand on est puissant, on gagne. C'est la règle du jeu capitaliste. Donc, et notamment, on peut procéder à des acquisitions en utilisant ses propres actions. Et donc, comme ses propres actions sont surévaluées, ces acquisitions ne coûtent rien fondamentalement, parce qu'on paye en monnaie de singe, on comprend l'idée. Et donc, du même coup, on peut devenir un quasi-monopole ou un monopole. C'est ce qui s'est passé avec Amazon. Amazon, il y a 8-10 ans, se payait 300, 400, 500 fois les résultats. Ce qui, pour un financier traditionnel, n'a juste aucun sens. 400 fois les résultats, mais de quoi parlez-vous? Ça n'a pas de sens. Et le marché disait, moi, j'ai aucun problème pour mettre une valeur d'Amazon à 400 fois les résultats, parce que ça lui donne une telle puissance financière que de facto, ça va devenir un monopole mondial. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on est 10 ans plus tard, et bien sûr, ces bénéfices, maintenant, justifient la valorisation. Et en fait, ce qui fait la puissance des États-Unis, c'est un écosystème où le capital risque et les introductions en bourse s'entendent pour fonctionner de cette façon-là. Et c'est ça qui fonctionne. Et ça, en Europe, on est là à lutter, à ramer en disant on va faire ceci, on va faire cela. Mais on est en train de... On ne voit pas la raison pour laquelle les États-Unis font ça. Alors, il y a une spéculation particulière qui concerne la spéculation, le trading sur les devises, sur les monnaies. Normalement, quand on fait classiquement une opération, on achète une devise, c'est parce qu'on est en train de faire une opération avec l'étranger. Donc, par exemple, je suis allemand, je suis en train de vendre une machine-outil en Chine. Donc, il va me falloir évidemment changer la monnaie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ceci, ce qu'on disait précédemment, a donné lieu à une spéculation sur ces instruments. Et on en arrive à cette situation assez ubuesque, où on a à peu près tous les jours 100 milliards de dollars d'exportation, tout compris. Parfois, c'est dans un euro, c'est dans la même monnaie. Mais enfin, bon, peu importe, allez, 100 milliards. On s'aperçoit tous les jours, il y a 8200 milliards de transactions de change. Donc, on a là encore une disproportion manifeste. On voit d'ailleurs qu'au fil du temps, évidemment, ces transactions n'ont fait qu'exploser. Pourquoi est-ce que les banques universelles consacrent autant de ressources à ce trading sur les devises, alors que c'est finalement assez loin de leur mission principale? Ça dépend comment on définit leur mission principale. Elles le définissent, s'il y a du profit à faire, j'y vais. Hein. Et donc, on voit bien sur ce graphique, en ordre de grandeur, on est quasiment de 1 à 100 ou de 1 à 90 entre le marché d'échange nécessaire pour effectuer des transactions liées au commerce international. Et puis le reste, c'est par définition que de la spéculation. Il n'y a que ça. Mais le but, c'est faire de l'argent avec de l'argent. C'est les jeux de l'argent qui sont sur des masses toujours plus considérables et avec des instruments souvent assez sophistiqués. Enfin, sophistiqués, compliqués. Pas sûr que c'est la sophistication. Mais voilà. C'est aussi simple que ça, mais cette simplicité est terrifiante quand on y pense, parce que si on reconnecte, tout à l'heure, on évoquait la devise de Finance Watch que j'ai créée et à laquelle j'ai consacré 15 ans, pour une finance au service de la société, on voit que la finance au service de la société sur l'échange, c'est 1% du marché d'échange est au service de la société. Et les 99 restants, c'est au service des traders qui s'ils prennent une position dans le bon sens, vont gagner beaucoup d'argent et auront un gros bonus à la fin de l'année. Alors pour surveiller la finance, on a mis en place des dispositifs. Je pense notamment à l'AMF, l'autorité des marchés financiers que vous connaissez bien. Est-ce que, d'après vous, l'AMF est trop bienveillante à l'égard des marchés financiers? Je ne le présenterai pas comme ça. J'ai passé 9 ans au Collège d'autorité des marchés financiers. J'y ai fait beaucoup de bonnes choses. Et l'autorité des marchés financiers est remplie de gens de qualité qui ont le sens du service public, qui connaissent bien leur métier et qui travaillent beaucoup et pour lesquels j'ai le plus grand respect. Le problème de l'autorité des marchés financiers, mais c'est le cas des autres autorités dans les autres pays, c'est qu'elle a une mission officielle et une mission officieuse. La mission officielle, c'est la stabilité financière, la protection des investisseurs, l'intérêt général. Ça, tous les superviseurs ont cette mission. La mission officieuse, qui parfois, et notamment pour l'autorité des marchés financiers, est de moins en moins officieuse depuis 2 ou 3 ans,
c'est promouvoir la place financière en ce qui concerne l'AMF de Paris, mais en ce qui concerne la BaFin de Francfort, en ce qui concerne l'AFM, le superviseur hollandais, la place d'Amsterdam, etc., etc., etc. C'est un peu contradictoire tout ça finalement. Et c'est contradictoire. Il n'y a aucun doute que c'est contradictoire. Donc le travail de superviseur a un côté un peu schizophrène. Parce qu'il y a un moment où la protection des consommateurs ne peut pas être distinguée selon que l'acteur financier qui ne va pas respecter les consommateurs est de la nationalité de l'autorité ou d'une autre nationalité. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment contradictoire. Et l'AMF, comme d'autres superviseurs, je tiens à préciser que ce n'est pas spécifique à l'AMF, est complètement prise entre ces deux missions. Et est-ce qu'elle a, enfin, elle en France et d'ailleurs les autres autorités dans les autres pays, les moyens matériels suffisants pour remplir sa mission? Non, 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 non. Alors déjà, vous pouvez voir une différence de moyens considérable entre les superviseurs, la quasi-totalité des superviseurs de l'Union européenne et le superviseur britannique ou le superviseur américain. Alors là, je parle hors contexte politique américain actuel qui est quand même très spécifique, mais les budgets ne sont juste pas du tout du même ordre. L'AFCA a un budget, l'AFCA c'est le superviseur britannique, a un budget de mémoire 6 fois supérieur à celui de l'AMF, 6 fois plus. Donc non, 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 les moyens ne sont pas à la hauteur. Et les moyens ne sont pas à la hauteur, d'autant plus que les missions ont été multipliées depuis 10 ans et que les moyens n'ont pas été mis pour faire le travail. Alors, il y a deux lectures de cette absence de moyens. La lecture cynique, je ne dis pas que c'est la mienne, ça serait qu'en donnant moins de moyens, on est sûr que voilà, on n'ira pas trop loin dans la supervision, ce qui peut être tout à fait de l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs. L'autre lecture, c'est manque d'argent, mais ça demanderait à être discuté, parce que les autorités financières de ce type ne sont pas financées par l'impôt, c'est très important à savoir. Elles sont financées par des redevances prises sur les acteurs financiers. Et dans le cas de l'AMF, je ne trahis aucun secret puisque c'est une autorité publique, une partie des redevances prises sur les acteurs financiers sont reversées au budget de l'État. Et là, vous dites, tiens, c'est des redevances pour faire fonctionner le superviseur qui, en fait, de facto, se transforment en collecteur d'impôts. Ce n'est pas tout à fait le but. Donc voilà, mais ça, c'est la réalité. Puisqu'on est sur ce sujet de la régulation, est-ce que c'est véritablement possible de réguler la finance? Est-ce qu'elle n'a pas, par nature, tendance à nous échapper? J'ai envie de répondre non. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que mon non soit fondé dans le monde réel. J'ai envie de répondre non, parce que dans un monde où les dirigeants politiques, j'ai bien dit politiques, auraient la volonté de faire respecter l'intérêt général, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. C'est une question de volonté politique. Si on croit que l'État a un rôle, ça, il y a le débat de l'État a-t-il un rôle? C'est le débat libertarianisme contre un État chargé de l'intérêt général, parce que, voilà, comme on le sait, il y a un gros débat à ce niveau-là. Mais si on fait partie de l'école traditionnelle, qui consiste à dire, et qui dépasse complètement le clivage droite-gauche, hein, qui précède le clivage droite-gauche, qui consiste à dire, il y a un État chargé d'organiser l'intérêt général, alors, si les dirigeants faisaient leur travail, il serait tout à fait possible d'imposer des règles et de les faire respecter. Il n'y a aucune raison technique que ça soit pas le cas. La seule raison pour laquelle c'est quasiment jamais fait, ou ponctuellement, ça a pu être fait ici ou là, mais jamais très longtemps et jamais de façon totalement satisfaisante, c'est l'éternelle proximité des puissants économiques et des puissants politiques, et le fait que les carrières politiques se font par proximité avec les puissants économiques, et que les puissants économiques, notamment les financiers, n'ont aucune envie d'être régulés. Donc, une fois qu'ils ont financé les campagnes ou aidé tel ou tel candidat à devenir Premier ministre, président ou que sais-je,
Eh bien, cher ami, on vous a aidé à arriver là et il faudrait peut-être s'en souvenir. Et ça c'est voilà, c'est partout. Les différents pays ont dans le détail, ça prend des formes différentes, mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que dans l'histoire, toute économie, enfin à partir du moment où elle a dépassé l'échange direct ou le troc, est-ce qu'elle a impliqué forcément une forme de finance? Ou est-ce qu'on peut penser à une organisation économique qui fonctionnerait sans ce système, de dette, d'intérêts, d'intermédiaires financiers? Je pense qu'on est obligé de penser une forme de finance, ce qui ne veut pas dire la forme de finance que l'on a aujourd'hui. Il faut faire la distinction parce que la finance, le principe de la finance, c'est aussi lié à la division du travail. C'est-à-dire que si je suis boulanger, on va me donner une somme d'argent correspondant à l'utilité économique et sociale, on va dire, du pain que je produis, qui me permettra d'acheter un autre bien que je ne produis pas. Et comme on est chacun spécialisé dans une société qui grandit et qui est plus complexe, la spécialisation est quelque chose de relativement naturel, j'ai envie de dire, puis aussi par rapport aux envies et aux talents des personnes. Donc voilà, chacun devrait ou doit avoir son talent reconnu économiquement et donc socialement, et puis pouvoir acheter des biens ou des services qu'il ne produit pas lui-même, mais dont il ou elle a besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, d'où le fait, et il ne faut jamais l'oublier, que l'argent est une convention sociale. C'est la convention sociale qui permet de reconnaître, on va dire, l'équivalence de votre travail et du mien. On ne fait pas le même travail, mais on touche une certaine somme qui nous permet d'avoir notre place dans la société, etc. Donc une forme de finance est nécessaire. La forme de finance que l'on a aujourd'hui pourrait être totalement autre. Le marché financier, dans le monde réel, on ne va pas revenir dessus, ça j'en suis convaincu. Mais si je mets ma casquette de théoricien, ce que j'adore faire, n'est absolument pas une nécessité. Enfin, je veux dire, on peut tout à fait imaginer un monde sans marché financier. La façon dont l'argent est créé aujourd'hui n'est pas... On pourrait imaginer d'autres façons de créer l'argent. Aujourd'hui, l'argent est créé à hauteur de 95-97% par les banques privées. On dit toujours les banques centrales ont le pouvoir de battre monnaie, créer de l'argent. Oui, c'est vrai, mais on va dire plus de 95% de l'argent est créé par la banque privée, la banque commerciale, qui, à chaque fois qu'elle accorde un prêt, crée autant d'argent. Les prêts font les dépôts. Donc, je vais emprunter 100 € pour acheter l'appartement que j'ai envie d'acheter. La banque me prête les 100 € d'un trait de plume. Il y a 100 € sur mon compte. Je paye le vendeur de l'appartement. L'argent part sur son compte. Et bien, les 100 € sur son compte ont été créés d'un trait de plume 2 jours avant par ma banque. C'est comme ça que se crée l'argent. Alors, ça a plein de conséquences. C'est pas forcément un mal en soi. Je fais pas partie des gens qui disent ah mais ça il faut arrêter ça. Mais en tout cas, c'est pas neutre. Je pense qu'il faut pas ni le diaboliser ni dire oh bah oui bah, c'est normal. C'est pas normal au sens de c'est pas inscrit dans le marbre de toute éternité que ça devait se passer comme ça. Et en tout cas, ça a des conséquences. Et si on reconnecte ça à la réglementation bancaire, on entend souvent les banques dire « Ah, nous sommes une entreprise, un secteur d'activité comme les autres et nous sommes beaucoup plus régulés, c'est horrible. » Alors, j'ai deux réponses à ça. Non, vous n'êtes pas un secteur comme les autres, vous avez le pouvoir de créer de l'argent. La société vous a donné le pouvoir de créer de l'argent. Je ne le conteste pas nécessairement, mais en tout cas, je suis sûr qu'en échange de ce pouvoir considérable, il est normal que la société vous impose des règles très strictes. Ça, j'en suis certain. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Quel rôle jouent les lobbies financiers aujourd'hui, notamment à Bruxelles, puisque c'est là qu'ils vont aller en masse. Est-ce qu'on peut encore les contenir? Je ne sais pas si on peut les contenir. Bah, c'est l'histoire de Finance Watch. Finance Watch a été créé on l'a créé en 2010-2011 avec l'objectif de créer un contrepoids au lobby financier. Il faut voir que le lobby financier à Bruxelles, c'est un bon millier de personnes à temps plein, plus toutes les équipes de lobbying de toutes les entreprises financières d'Europe, qui sont des équipes qui comprennent entre 5 et 30 personnes selon les entreprises financières et qui sont à Paris, à Francfort, à Amsterdam, à Madrid ou à Milan, et qui viennent régulièrement à Bruxelles pour
pour contribuer également. Mais même si on prend les 1000 à la base, à Bruxelles, vous pouvez considérer qu'il y a peut-être 100 personnes qui ont un pouvoir en matière de réglementation financière, entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Voilà. On va dire qu'il y a une centaine de personnes qui détiennent une parcelle de pouvoir sur l'écriture de la réglementation financière. Et quand vous réfléchissez à ce qu'est un lobbyiste, c'est un vendeur. Donc un vendeur, ça prend son téléphone et puis ça passe, allez, on va dire par hypothèse, 4 coups de fil par jour. Donc vous avez 4 fois 1000, 4000 coups de fil qui vont à destination de 100 décideurs, petits ou grands. Donc chaque décideur va recevoir 40 coups de fil par jour sur faites ceci, faites pas cela. On voit bien que c'est ingérable. C'est ingérable. Et c'est d'ailleurs pour ça que Finance Watch a été constitué pour essayer de créer un contrepoids à tout ça. De facto, je dois dire que les lobbies gagnent. Les lobbies gagnent parce que leurs moyens sont... Alors, évidemment, je suis jugé parti. J'ai la faiblesse de penser que Finance Watch a fait du bon travail et continue à en faire un excellent, etc. Mais Finance Watch, c'est 20 salariés qui font ça toute la journée. Mais entre 20 et 1000, bah, voilà, la disproportion est telle. Et encore 1000 sans compter ceux qui sont dans les états-majors dont je parlais tout à l'heure. Donc la disproportion est telle que la lutte est vraiment très difficile. Et puis surtout, il faut voir que le lobbying, il se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que le lobbyiste junior, il va devenir ami des assistants parlementaires. Et alors, le jeudi soir à Bruxelles, tout le monde se retrouve place du Luxembourg pour boire un verre, surtout dans la gamme d'âge 28-35 ans. Très sympa, hein, tout le monde se retrouve, boit un bon verre, etc. Et puis, sur le coup de 11h du soir, quand on a bu 3-4 verres et qu'on a vu les copains, j'ai un amendement à écrire pour demain matin, je ne sais vraiment pas comment je vais écrire ça, c'est compliqué, j'y comprends rien. T'inquiète pas, je vais te l'écrire ton amendement. Tu ferais ça pour moi? Oui, je te promets, tu l'auras demain matin avant 10h. Et boum, c'est fait. Donc, au niveau des assistants, ça se passe comme ça. Au niveau des députés, on a les partenaires des firmes de lobbying. Alors, le lobbying, c'est soit les lobbies stricto sensu, soit les cabinets de lobbying qui sont engagés de façon ad hoc. Et puis, bien sûr, au plus haut niveau, il y a les dirigeants d'entreprise, les directeurs généraux qui vont déjeuner ou dîner avec les ministres ou qui se retrouvent le dimanche dans le club très chic, je ne sais où. Et donc, le lobbying, il est à tous les niveaux. Donc, on voit bien que une organisation comme celle que j'évoquais, c'est-à-dire Finance Watch, elle fait tout ce qu'elle peut, elle a pris sa place pour essayer d'équilibrer, mais c'est souvent peine perdue. Et c'est d'autant plus peine perdue qu'aujourd'hui, et ça me frappe beaucoup, les responsables politiques ont aucun appétit pour écouter. Ça me frappe énormément. Il y a vraiment sur 15 ans de ce travail, j'ai vu une énorme évolution j'écoute, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous allez me dire, mais je vais vous écouter. Donc, bon, il y a une porte ouverte pour argumenter. Puis après ça, certaines personnes vont adhérer à une argumentation et d'autres dire non, j'y crois pas. Bon, très bien. Aujourd'hui, c'est complètement fermé. C'est phénoménal. Et l'autre chose, c'est que tous les partis disent la même chose. Ça, c'est très, très étonnant, mais quand on le constate, ils disent tous la même chose sur les sujets très concrets. Hein. Il y a plus de nuances. Alors, dans la rhétorique électoraliste, quand on parle à ses électeurs, dans sa langue maternelle, dans les journaux qui permettent de toucher ses électeurs, on aime bien se différencier. Mais dans la réalité des votes, moi j'encourage les gens qui s'intéressent vraiment à ce sujet de regarder qui vote pourquoi. Et alors là, on est très 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 étonné de voir tout le monde voter ensemble dans le même sens sur des couleurs politiques que l'on croit être opposées. Ils votent dans le sens des lobbies, j'imagine. Et alors c'est totalement dans le sens des lobbies. Et alors ce qui est très frappant aussi, c'est qu'il y a une grande constance dans le personnel des lobbies. D'ailleurs, pour avoir été 15 ans dans ce système, évidemment, on se connaît. Et du côté de Finance Watch, il y a aussi une constance. Il y a des gens nouveaux, bien sûr, c'est la vie, mais il y a une constance. Et donc, on voit une constance dans les lobbies, les mêmes qui disent la même chose pendant 15 ans, fondamentalement. Mais par contre, le personnel politique, lui, il tourne tous les 5 ans. Et ce qui est très, très frappant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a renouvellement du Parlement ou de la Commission, les gens qui arrivent, pour l'immense majorité d'entre eux, découvrent les sujets. Et le temps qu'ils découvrent les sujets,
comment dire, des sujets qui avaient déjà été abordés et traités il y a 5 ans ou 10 ans reviennent sur le tapis, mais exactement dans le même format. Et le député d'aujourd'hui va dire le contraire du député d'hier ou d'avant-hier, en bonne partie aussi parce que, un, il y a une ignorance des sujets techniques, et deux, il y a la dynamique politique du moment, et on sait la dynamique politique dans laquelle nous sommes actuellement. Mais les politiques ne sont pas conscients des risques que tout ça fait courir quand même? Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire, bon, bah, le secteur financier va s'engraisser, je dirais, bon, ce serait injuste. Mais sauf qu'ils prennent des risques et qui peuvent entraîner de graves problèmes à l'économie à terme. Si on a une crise de 2008 x2, x3, on voit ce que ça pourrait faire. J'ai une lecture un peu cynique qui n'engage que moi. Je suis très content de ne représenter aucune organisation aujourd'hui. Je pense qu'ils s'en moquent. Je pense qu'ils s'en moquent. J'ai vu des politiques à qui je parlais à Bruxelles en disant mais pourquoi il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Ces politiques me disant en tête à tête, mais alors selon c'est tu ou vous, on s'en moque, c'est pas la question. Tu n'y comprends rien, vous n'y comprenez rien, c'est pas ça qu'il faut faire. Et la compétitivité de l'économie, vous n'y pensez pas. Et les mêmes politiques, et typiquement ça c'était sur des sujets de stabilité financière. Et donc quand on leur dit mais c'est dangereux pour la stabilité financière, en tête à tête, ils vous le disent, je m'en moque complètement parce que la compétitivité de l'économie, puis de toute façon, mes jeux politiques font que je dois être dans telle majorité, etc., etc. Et les mêmes, quand ils vont dans les journaux ici ou là, disent ah, je suis très inquiet ou je suis très inquiète que l'argument de compétitivité soit utilisé au détriment de la stabilité financière. Et les mêmes ont ce double langage. Alors ça, c'est vieux comme l'Europe. On a toujours vu des députés européens qui ne disaient pas la même chose à Bruxelles ou à Strasbourg d'une part et dans leur pays d'origine d'autre part. Mais aujourd'hui, c'est multiplié de façon considérable, y compris par ceux ou celles qui disent s'intéresser au sujet. Il y a un sujet aussi un peu dans le vent qui a émergé, c'est l'intelligence artificielle, la fameuse IA, pour réguler les marchés financiers ou les stabiliser. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt un risque? D'autant que bah, c'est des technologies qui ne sont pas transparentes et même leurs concepteurs ne savent pas forcément comment ça marche. Je pense qu'il y a une question considérable qui se pose, qui est le fait de savoir si les réglementations financières qu'on a mises en place sont encore adaptées pour des services financiers qui sont procurés par intelligence artificielle. Parce que la logique de l'intelligence artificielle est tellement différente que on peut vraiment se poser la question de savoir si les règles en place sont encore adaptées. Parce que les règles en place, typiquement, vont dire aux financiers, et la règle est bonne, l'application est parfois imparfaite, mais la règle est bonne, vous devez être capable de m'expliquer ce que vous faites et il doit y avoir transparence sur ce que vous faites. Et le superviseur, typiquement sur plein de sujets, a le pouvoir d'aller voir le financier en disant « Attendez, expliquez-moi ce que vous faites. Vous avez un modèle pour évaluer vos risques. Dites-moi ce qui est dans votre modèle. Vous avez un modèle qui va vous permettre de calculer vos fonds propres. Montrez-moi vos paramètres et je vais les valider. » Si vous faites tout ça par intelligence artificielle, par définition, l'intelligence artificielle, c'est un moteur qui a une puissance de traitement qu'aucun cerveau humain n'a. Donc, par définition, c'est une boîte noire. Par définition, c'est opaque. Et par définition, ce n'est pas explicable. Il y a une interview que j'incite tout le monde à écouter du PDG, du CEO, du directeur général de Anthropic, qui est l'une des plus grandes boîtes d'intelligence artificielle aux États-Unis, qui explique, c'est lui qui parle, c'est pas moi, hein, qu'il comprend 3% du résultat de ces modèles. Donc si ce monsieur, qui est vraiment l'une des sommités du monde de l'intelligence artificielle, dit « moi je comprends 3%, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans la finance et rester dans la logique qui est celle de la réglementation financière, qui est vous devez être capable de comprendre ce que vous faites, pas de boîte noire. » Et là, on a un vrai sujet. Alors, sorti un rapport sur le sujet il y a quelques mois, mais ce n'est pas dans l'air du temps, parce que quand vous allez voir des responsables politiques aujourd'hui pour dire ça, vous dites « Ah, mais tu es contre l'innovation ». Non, ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Quand vous voyez que l'Union européenne, la Commission européenne, a retiré de la table
une directive qui était quasiment finalisée. Alors, ça dépasse la finance, mais ça implique aussi la finance, qui était une directive qui établissait, qui devait encadrer la responsabilité civile en matière d'intelligence artificielle. Autrement dit, quand une entreprise d'intelligence artificielle vendait des services, procurait des services par intelligence artificielle, elle avait une responsabilité. Je ne suis pas en train d'être révolutionnaire, là. Je suis en train de dire la base du capitalisme, c'est que si je procure un service ou un bien, si ce service ou ce bien sont néfastes pour leurs utilisateurs, j'ai une responsabilité. Je ne peux pas vous vendre un objet qui va vous exploser à la tête. J'ai une responsabilité, voilà. Et là, l'Union européenne nous dit « Ah mais non, 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 ça serait contre le business ». Donc, ils ont retiré de la table la possibilité que l'IA puisse créer une responsabilité des entreprises qui procurent ces services. Quand vous y pensez, ça a des conséquences, mais gigantesques. Et encore une fois, là, on revient à ce débat, y a-t-il un État chargé de l'intérêt général ou est-ce qu'on est dans une logique libertarienne, c'est-à-dire pas besoin d'État fondamentalement, seuls les intérêts privés comptent, sans État. Et clairement, l'Union européenne est en train de choisir pour la logique libertarienne. Ça me semble une évidence. Alors certes, la forme est beaucoup moins antipathique que celle des États-Unis aujourd'hui, qui ne serait pas moins antipathique que l'administration Trump, mais le fond, le résultat n'est pas fondamentalement différent. Mais face à ces alertes, on nous explique que l'avènement, la survenance d'une nouvelle crise financière, c'est impossible parce qu'on a tiré les leçons des crises précédentes, qu'on a des réglementations qui sont solides. De toute façon, c'est le gouvernement de la Banque de France nous dit ça sans arrêt, hein, vous inquiétez pas, dormez tranquille. Est-ce que vous pensez que quand même, un effondrement financier, ça reste possible? Oui, bien sûr. Évidemment que ça reste possible. Alors, je comprends quand un gouverneur de banque centrale dit ça, parce que, comme on le sait, la crise financière, enfin, les mots peuvent être autoréalisateurs, sont performatifs, donc le seul fait de dire, ça peut créer une panique, etc. Donc, dans son boulot, je ne vais pas critiquer un gouverneur d'avoir dit ça, parce que ça fait partie du travail. Mais après ça, prenons un peu de recul et demandons-nous ce qui se passe. D'abord, vive l'histoire, il y a toujours eu des crises financières. Donc, si on nous dit, ah, aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de crise financière, tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à y croire. D'accord. Le sujet, c'est est-ce qu'une crise financière va dégénérer et arrêter la société? Voilà. On a vu, on en a parlé tout à l'heure, en 2023, des banques américaines et suisses qui ont eu besoin de l'État pour les sauver. On a vu en 2020 les marchés qui s'effondraient et les banques centrales qui sont intervenues pour sauver le système. Bien sûr que ça peut recommencer. Alors, pour reprendre la comparaison que je prenais tout à l'heure, le système est équipé pour une tempête un peu plus importante qu'il était équipé il y a 15 ans ou il y a 18 ans. Mais des tempêtes qui peuvent abattre le système, c'est évident qu'il peut y en avoir. Et j'ai presque envie de dire qu'il va y en avoir. C'est parce que le sujet, c'est pas de savoir s'il va y avoir une nouvelle crise financière. Il y aura de nouvelles crises financières. Donc le fantasme n'est pas de dire on va arrêter les crises financières, mais c'est de prendre les mesures, et elles n'ont pas été suffisamment prises, j'en suis absolument certain, pour que quand ces crises financières arrivent, tout le système ne s'arrête pas. Et ça on n'a pas fini le travail. Pourtant, ces dernières années, on a enchaîné les crises, les instabilités, les confinements sanitaires, les guerres en Ukraine, maintenant au Moyen-Orient, la politique douanière de Trump qui a aussi affolé pendant quelque temps les marchés. Est-ce que vous pensez que la finance est imperméable à ces crises? Elle n'est pas imperméable à ces crises. Elle sait profiter de crises locales, tant que tout le système ne s'arrête pas. Alors local, ça peut être très gros, hein. Ce qui s'est passé avec les droits de douane de Trump, c'est pas petit. Mais ça reste local au sens de c'est pas l'arrêt de toute l'économie mondiale du jour au lendemain. Et on voit bien que les profits des salles de trading n'ont jamais été aussi élevés. Enfin, depuis que Trump est au pouvoir et où il y a une volatilité considérable parce que, étant donné que les annonces sont totalement erratiques, bon, bah, les marchés montent, descendent, partent dans tous les sens. Et des bons traders savent faire beaucoup d'argent sur des situations comme celle-là. Et vous regardez les profits des salles de trading de toutes les grandes banques du monde, elles ont explosé à la hausse, c'est considérable. Donc la finance sait profiter de crises tant que ce n'est pas l'arrêt complet du système.
Parce que l'arrêt complet du système, c'est-à-dire de l'économie, bah là, pour le coup, c'est l'image traditionnelle de la bicyclette. Si la bicyclette s'arrête, s'il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de finance, hein. Ça, c'est très, très clair. Mais là, les financiers comptent, qu'ils l'avouent ou pas, et ils ne l'avoueront jamais, sur l'État pour venir à la rescousse si l'économie doit s'arrêter. Donc, en fait, il y a toujours ce côté too big to fail, ce côté aléa moral, ce côté filet de sécurité publique, ce côté les profits sont privatisés, mais les pertes extrêmes, pas toutes, mais les pertes extrêmes seront socialisées si pertes extrêmes il doit y avoir, existe toujours. Et le système financier repose sur ce non-dit et tout le monde s'en satisfait. Y compris, tout à l'heure, j'évoquais des responsables politiques qui, en fait, se disent « bon, bah, on verra bien, puis avec un petit peu de chance, ça ne se passera pas pendant que moi, je suis au pouvoir, donc après moi, le déluge ». Donc le non-dit du système est là. Et est-ce que les crises écologiques pourraient être à l'origine, pourraient déclencher une crise financière? Oui, oui. C'est les crises écologiques, alors à commencer par la crise climatique, mais ce n'est pas la seule, évidemment. Mais quand on voit les risques financiers liés à la crise climatique, ils sont considérables. Je peux vous donner un chiffre. Les engagements, rien que sur les énergies fossiles, des 60 plus grandes banques du monde, enfin des 60 banques qui procurent le plus de financement à l'industrie de l'énergie fossile, sont d'un montant équivalent au montant des subprimes d'il y a 18 ans. C'est les mêmes ordres de grandeur. C'est les mêmes ordres de grandeur, de l'ordre de 1300, 1500 milliards de dollars. Voilà. Énergie fossile, on connaît le raisonnement des actifs échoués. Et c'est un raisonnement qui est malheureusement terriblement simple. De deux choses l'une, les gouvernements du monde prendront les mesures pour stopper, pour limiter ou stopper le changement climatique, soit ils ne le prendront pas. Raisonnement binaire, voilà. S'ils le prennent, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les énergies fossiles sous le sol, d'accord? Donc, elles perdent toute leur valeur. Donc, mes 1300 milliards ou 1500 milliards d'engagements des banques dans les énergies fossiles, zéro, d'accord? Soit ils ne prendront pas. Entre vous et moi, on sait bien que c'est ce qui est en train de se passer. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui est en train de se passer. On est en train d'aller vers un réchauffement climatique qui va être entre plus 3 et plus 4 degrés à la fin du siècle. Plus 3 et plus 4 degrés, entre plus 3 et plus 4 degrés, les estimations économiques sérieuses nous montrent qu'on a un impact sur le PIB mondial, selon les estimations, entre 60 et 100%. Même 60%, je ne vous fais pas de dessin. L'économie s'est effondrée. 100%, par définition, ça veut dire qu'il n'y a plus d'économie. S'il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de finance. Et s'il n'y a plus de finance, la valeur des engagements ne vaut rien. Donc, si je reprends le narratif des actifs échoués, il n'y a aucun cas de figure où ces actifs fossiles vont avoir de la valeur dans... Alors, une question de timing. Est-ce que c'est dans 30 ans, 40 ans, 50 ans? Je ne sais pas. Mais il n'y a aucun cas de figure où ils auront de la valeur. Et ça veut dire crise financière. Il y a des mesures possibles à prendre. Mes collègues de Finance Watch et moi-même venons de passer des années et des années à proposer des mesures qui ne pourraient non pas résoudre la crise climatique, il y a savoir résoudre ça, mais c'est encore plus considérable, mais au moins éviter de cumuler une crise financière en plus de la crise climatique. Et les mesures, elles sont très simples, hein. Elles consistent à dire, mettons dans les institutions financières les fonds propres nécessaires pour en face des engagements sur les énergies fossiles, qui sont quand même, c'est la base de tout, c'est l'origine de tout ça, c'est les énergies fossiles. Donc mettons les fonds propres nécessaires en face des énergies fossiles, avec un certain nombre de calculs qu'on a pu réaliser. Et ce qui a été très intéressant dans le processus, quand on a fait ces propositions, on a sorti un rapport en juin 2020 sur le sujet, qui s'appelait Breaking the Climate Finance Doom Loop, donc casser le cercle vicieux entre la finance et le climat, qui en gros disait, je vous la fais brève, mettez des fonds propres en face de vos engagements énergie fossile. Au bout de 2 ans et quelques centaines de réunions plus tard, beaucoup de gens ont dit « Ah oui, mais en fait, c'est une solution très simple à un énorme problème ». Mais quand il s'est agi de transformer ça en loi européenne, évidemment, tout le monde a dit « Ah non, c'est pas possible ». Et en fait, c'est les lobbies bancaires qui se sont déchaînés et qui ont été convaincre les politiques, y compris celles et ceux qui avaient déposé des amendements
disant, reprenant exactement nos propositions, donc on se disait, tiens, peut-être que ça va passer. Et même les députés qui avaient déposé des amendements reprenant nos propositions n'ont pas voté pour leurs propres amendements. C'est vous dire la puissance du lobby financier qui arrive à convaincre des députés de ne pas voter pour leurs propres amendements. En plus, c'est des amendements pour les sauver à terme, hein, c'est ça qui est quand même extraordinaire. Oui, Mais c'est ça. justement, on arrive à cette question parce que si on ne fait pas, il va y avoir une crise. Bah, qui va payer l'addition de cette crise la prochaine fois? Est-ce que l'épargne des Français est véritablement protégée? Alors, qui va payer l'addition? Bah, ça sera, il y a pas 1000 solutions, hein. Une fois de plus, ça sera la puissance publique, La puissance publique étant donc les quasi contribuables. Oui, mais étant quasi faillite, la puissance publique, là, on n'est plus en 2008. Ils n'arrivent plus à sortir des milliers de milliards quand on est à 110-120% du PIB de dette. Ça Nous devient sommes, nous compliqué. sommes totalement d'accord. Nous sommes totalement d'accord. Donc là, on est dans une situation qui est inextricable, avec une logique de je shoot dans la canette qui est sur le trottoir en la retrouvant 30 mètres plus haut, plus bas, plus loin, en espérant que ça sera quelqu'un d'autre qui la retrouvera et pas moi. Mais oui, de toute façon, il n'y a qu'une seule solution, c'est la puissance publique, mais sauf qu'il, pour faire simple, il y a plus d'argent public. En tout cas, ça serait un énorme autre sujet, compte tenu des règles régissant l'argent public aujourd'hui. Parce que les banques n'ont pas assez de fonds propres pour faire face à la crise. On en a pas parlé plusieurs fois, mais Tout à fait. Enfin, je veux dire, tout à l'heure, on évoquait le fait que les fonds propres des banques non pondérés par les risques, mais ça permet d'avoir les ordres de grandeur. Aujourd'hui, c'est 4-5% de leur total de bilan. Il faut regarder faut regarder le bilan des banques britanniques à la fin du 19e siècle. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce qu'à la fin du 19e siècle, la Grande-Bretagne, c'est la plus grande superpuissance économique que le monde ait jamais connue. Elle représente quasiment 50% du PIB mondial. Monstrueux. Un bilan de banque britannique à la fin du 19e siècle, c'est 25% de fonds propres. Et évidemment, ces banques finançaient l'économie britannique massivement et en bénéficient bien. Donc, aujourd'hui, on explique qu'une banque qui a des fonds propres ne peut plus financer l'économie. La réalité historique montre que c'est exactement l'inverse. C'est que plus une banque est bien capitalisée, plus elle va faire son travail de financer l'économie. Après ça, il y a une réalité mécanique qui est celle de la jauge de performance dans le système financier et capitaliste financier dans lequel on est, qui est le retour sur fonds propres. Autrement dit, combien de bénéfices je fais pour chaque unité de fonds propres allouée. Donc c'est une division bête et méchante, profit divisé par fonds propres. Et évidemment, si vous divisez par un montant plus faible, le ratio est plus élevé. C'est de l'arithmétique de base. Et donc en fait, la réalité pour laquelle il y a une telle lutte éternelle et éternellement recommencée contre les fonds propres des institutions financières, c'est qu'elles veulent générer un retour sur fonds propres plus important, et qu'il est plus facile de générer un retour sur fonds propres plus important en ayant moins de fonds propres qu'en ayant plus de retours. Parce que plus de retours, ça suppose, voilà, c'est plus compliqué. donc on voit que tout ça, c'est un accélérateur de crise. On parlait de l'État tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'a pas répondu sur l'épargne des Français. Est-ce qu'elle est à risque? Est-ce qu'il pourrait ponctionner une partie de l'épargne? Enfin, il y a eu d'ailleurs des réglementations qui ont été mises en place pour déjà geler l'assurance vie en cas de problème. Enfin, qu'est-ce qui peut arriver vraiment aux Français en cas de crise financière? Bah, l'épargne, si elle est sur un compte bancaire, elle est garantie jusqu'à hauteur de 100 000 euros par le système public. Donc voilà, pour l'immense majorité des gens, 100 000 euros, c'est déjà très largement. Encore faut-il que le système public soit solvable. Voilà. On y revient. Donc, si une banque de taille moyenne et seulement elle fait faillite, bah, le système public compensera. Mais si toutes les banques mettent la clé sur la porte en même temps, voilà, de mémoire à vérifier, j'ai un petit doute, mais je crois que la totalité des dépôts des banques européennes, je raisonne Europe, là, c'est 15 000 milliards de dépôts. Donc, garantir 15 000 milliards de dépôts, voilà, je m'arrête là. Si l'épargne, elle est en assurance vie, bah, l'assurance vie, soit c'est investi sur les marchés financiers actions, les unités de compte. Bah, si les marchés s'effondrent, ça vaut moins, hein. Et soit elle est investie en ce qu'on appelle les contrats en euros, qui sont en fait largement, enfin, ce sont des obligations et largement des obligations d'État. Donc là, c'est une question de risque de crédit sur l'État. Et on revient à la notion de l'État peut-il faire face à ses engagements.
Alors, on entend beaucoup parler en Europe de simplifier le cadre réglementaire des marchés financiers. Mais est-ce que cette simplification, c'est pas une dérégulation qui ne dit pas son nom? Sachant que, on met cette petite illustration, voilà, historique qui montre quand est-ce que, enfin qui montre que déjà il y a eu une énorme, libéralisation financière, une énorme dérégularisation, surtout dans le monde anglo-saxon, un peu en Allemagne, déjà des années 70 et la France a vraiment, très fortement, dérégulé après le tournant de 83-84. Mais on voit que les dérégulations ont été très, très loin, donc on se demande même s'il y a encore des choses à déréguler aujourd'hui. Quelle est cette, cette volonté, enfin de qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté, actuelle, de continuer à simplifier? La simplification, j'ai envie de dire la soi-disant simplification actuelle, c'est une déréglementation. Pour moi, c'est une évidence absolue. Hem Et elle est liée, bah, aux différents sujets dont on a parlé aujourd'hui, la tendance politique du moment, hem, l'argument éternel de telle autre zone du monde fait ceci, si je fais moins ou si je régule plus, mes banques, ou mes institutions financières vont être en désavantage comparatif, par rapport à telle autre zone du monde. Et aujourd'hui, on a une course vers le bas entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui ont des réglementations, si on prend un peu de recul, relativement similaires. Bon, les États-Unis un peu différentes, mais Royaume-Uni, Union européenne, c'est la même chose, hein, pour des raisons historiques évidentes. Et l'Union et les États-Unis, notamment sur en réglementation bancaire, c'est quand même les accords de Bâle aussi. Donc, oui, il y a des différences, mais c'est quand même la même chose. Et donc, chacune de ces trois zones prend une mesure qui est de moindre régulation, et immédiatement, les deux autres enclenchent en disant: «Ah, mais si je ne le fais pas, alors mes banques vont être en désavantage comparatif, donc je suis obligé de le faire». Donc c'est la course vers le bas. Et aujourd'hui, on se réveille tous les matins avec une soi-disant simplification qui est une déréglementation et qui est une course vers le bas. Et ce qui est très frappant, c'est que, les superviseurs bancaires, les plus seniors le disent. On a vu, quand je dis aujourd'hui, ça fait quand même quelques années, parce qu'en novembre 22, on a Andrea Enria, qui à l'époque dirigeait le mécanisme de supervision unique, Luis de Guindos, qui était vice-président de la Banque centrale européenne, Emmanuel Campa, président de l'Autorité bancaire européenne, qui écrivent à la Commission européenne en disant: «Attention, l'Europe ne respecte plus les accords de Bâle». Et c'est ces trois personnes, pardon, je vais le dire de façon caricaturale, mais ce n'est pas des militants gauchistes, hein. C'est vraiment du mainstream, approuvé par tous les processus les plus officiels, et ils disent à la Commission européenne: «Et vous avez vu, là, vous respectez plus». Et ils écrivent au Parlement européen pour dire la même chose. Le Parlement européen dit: «Ah, mais ils n'y connaissent rien, ces gens-là». Bah oui, ils n'y connaissent rien, et ils connaissent parfaitement. Aux États-Unis, on a eu la même chose, Michael Barr, qui explique la même chose. Le pauvre, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai souffert pour lui, parce qu'il dit ça, et puis 2 mois plus tard, il est obligé de se déjuger en disant: «Ah non, bah, en fait», et cetera. Et on sent qu'il a pris les pressions politiques en disant: «Non, non», parce que dans un premier temps, il disait: «Ben non, on ne va pas déréguler, quoi, c'est la stabilité financière avant tout, c'est mon mandat, désolé, c'est mon mandat». Et puis, il reçoit une telle pression politique qu'il est obligé de baisser la garde, et donc on est dans une spirale vers le bas. Alors, encore plus avec l'administration Trump, mais ça commençait avant. On voit actuellement qu'il y a de plus en plus de jeunes, qui investissent, dans des ETF, ils sont des fonds négociés en bourse ou dans des actions fractionnées. Qu'est-ce que toutes ces promesses de gains rapides, d'hyperspéculation à court terme vous évoquent? L'ETF, c'est une façon de répliquer le marché en entier. Donc, au lieu d'acheter l'action X ou l'action Y, j'achète tout le marché d'un coup. Donc je vais faire tout le marché à la hausse comme à la baisse. Ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, on n'est plus dans de l'investissement, on est dans le «j'achète un tout petit peu, un peu de tout». Et même si j'ai une somme, on va dire modeste, admettons que j'ai quelques milliers d'euros d'épargne, donc une vraie somme, enfin à l'échelle de ce grand monde, c'est pas grand-chose, je suis quand même exposé à un petit peu de tout. Et donc j'ai pu faire le choix d'investir dans ceci ou dans cela parce que je pense que c'est pertinent. J'ai fait le choix de «j'achète de tout». Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que le métier de financier, dans ce qu'il a de plus noble, il peut être noble, qui consiste à réfléchir à un projet
et à se dire est-ce que je veux allouer du capital à ce projet qui a du risque, mais ça en vaut le coup, disparaît. La façon de ne pas prendre de risque aujourd'hui, c'est d'être exposé à tout. Et comme ça, tout le monde va gagner ensemble ou tout le monde va perdre ensemble. Et ça, c'est terrible parce que c'est plus de l'investissement. C'est acheter un petit peu de tout, c'est pas investir. Alors disons un mot des crypto-monnaies, puisqu'elles se présentent comme une alternative au système financier traditionnel. Est-ce que d'après vous, c'est vraiment un outil d'émancipation ou est-ce que c'est une illusion spéculative de plus? C'est une illusion spéculative de plus. Alors, je fais partie des gens qui, je m'attends à me prendre des attaques parce que c'est un monde très violent, le monde des cryptos. Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, donc on peut les appeler crypto-actifs, mais ce ne sont pas des monnaies. La technologie de la DLT, qui est la technologie derrière le crypto, est intelligente, très intelligente, et peut avoir des usages tout à fait pertinents et utiles. Mais le crypto est quelque chose. Alors, c'est la logique libertarienne. C'est la logique, j'ai pas besoin d'État et je peux faire sans. La gouvernance des cryptos, c'est une gouvernance parfaitement opaque. Vous ne savez pas qui décide des bifurcations, etc., etc., etc. Et puis, on va faire un peu d'étymologie. Crypto, ça veut dire caché, d'accord. Et en fait, c'est exactement à l'opposé de tout ce qu'on a essayé de faire en finance pour remédier aux crises, qui était d'apporter de la transparence, qui est, on va le dire de façon un peu simpliste, mais le début de la vertu, même si le mot vertu est bien sûr excessif, mais on se comprend. Crypto, c'est je me cache. Voilà, crypto, ça veut dire cacher en grec. Et évidemment, si vous avez une façon de transférer de l'argent de façon cachée, devinez ce qui se passe. Alors, je sais qu'il n'y a pas que ça. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, après tout, je spécule, je gagne de l'argent, et puis j'ai pas fait de mal, et c'est le cas. Mais je ne crois pas une seconde que ça soit une alternative à un système financier, que ça soit la solution pour avoir un système financier qu'on va qualifier au service de la société. Et pour finir, un petit mot peut-être sur le projet d'euro numérique de la Banque centrale qui a l'air de pousser ça en avant. Beaucoup de fantasmes autour de ça. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'euro numérique, quelque part, c'est au niveau technologique, c'est un lien avec le crypto, puisqu'on est dans les logiques de Decentralized Ledger Technology, ou DLT, qui est la technologie crypto. C'est la réponse des banques centrales qui veulent garder le contrôle de la monnaie tout en utilisant la technologie crypto. Ce qui, je ne suis pas banquier central et je ne le serai jamais. Si j'étais banquier central, j'irais probablement dans cette direction-là, en disant je montre que je comprends, je maîtrise cette technologie. On va oublier la question de consommation énergétique qui est juste totalement absurde. Voilà, mais oublions ça l'espace d'une seconde, qui a ses mérites, on va dire, voilà, qui a ses mérites, tout en gardant le contrôle de la monnaie, parce que c'est mon rôle à moi, Banque centrale, de contrôler la monnaie. Donc c'est cette volonté. Après ça, il y a un débat, et on voit bien, il est très intéressant. Les banques qui disent, enfin il y a tout un lobby des banques qui disent il faudrait que la possibilité d'avoir de l'euro numérique soit limitée en montant. Alors typiquement, il y a le chiffre de 3 000 € qui circule souvent. On peut se dire, mais tiens, c'est curieux, soit on l'a fait, et moi, si j'ai envie de convertir tous mes avoirs en crypto, pas en crypto, pardon, lapsus révélateur, en euros numériques, pourquoi pas. Et les banques disent, ah ben oui, mais moi, ça va me faire concurrence. Et là, on revient à d'où vient l'argent, qui crée l'argent. Et évidemment, c'est le fonds de commerce des banques. Donc là, il y a une lutte entre la banque centrale et les banques commerciales. D'où le fait que d'ailleurs un certain nombre de personnes qui aimeraient bien revenir à une création monétaire beaucoup plus contrôlée par la puissance publique et les banques centrales sont favorables à l'euro numérique, parce que ça pourrait être l'outil pour faire ça. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Il y a un livre de Sénèque qui a été écrit en 54-55 après Jésus-Christ, dont le titre latin est Apollocoquinthose, qui veut dire citrouillification, et où il se moque de la déification de l'empereur,
qu'on est en train d'ériger au statut de Dieu. Et lui, il dit, je ne vais pas faire une déification, je vais faire une citrouillification au sens de je vais vous comparer, Monsieur l'Empereur, à une citrouille. Et où en fait, le thème principal est qu'il serait souhaitable que les affaires de l'État et les affaires du prince soient séparées et qu'on arrête de considérer que ce qui fait du bien au prince fait du bien à l'État. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que ce texte qui a grosso modo 2000 ans est parfaitement adapté à notre environnement. Alors quelque part, je ne sais pas s'il doit nous rendre pessimistes ou optimistes. En tout cas, on voit que rien n'a changé et que de l'Empire romain à l'Empire américain aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'évolution et il n'y a pas que l'américain.